moi, l'une des questions que je m'étais posée, c'était est-ce que la condition de base pour être indépendant des États-Unis, c'est pas l'autoritarisme politique. C'est-à-dire que est-ce que autre chose qu'une dictature peut résister, c'est la problématique de l'Iran finalement, est-ce qu'autre chose qu'une dictature, indépendamment du tempérament, peut résister à la pression américaine? Mais il y a toutes sortes de paradoxes comme ça. Par exemple, moi, comment dire, en termes d'opinion personnelle, je suis complètement figé dans mes attitudes d'homme jeune banal, donc libéral, occidental, de gauche, attaché au pluralisme, à la liberté d'information. Et je dois avouer que si je fais de la géopolitique, je suis confronté à ce phénomène bizarre qu'est que seuls les dictateurs me sont compréhensibles. C'est-à-dire que quand on regarde le mode de pensée des dirigeants russes, des dirigeants chinois, des dirigeants iraniens, je comprends. Il y a une sorte de rationalité ancrée effectivement dans l'idée de souveraineté qui font que c'est des acteurs que je comprends. Et quand je regarde les hommes politiques occidentaux, et pas simplement Trump actuellement, mais Starmer en Angleterre, bon, Macron n'en parlons pas en France, ou Merz, bon, il y a des exceptions évidemment, comme le Premier ministre espagnol, mais bon, je m'excuse de répéter sans arrêt des mots comme délire, dingue, fou, mais en fait, c'est des concepts qui deviennent nécessaires et opérationnels. Et donc, en fait, les hommes politiques qui sont à la tête des... En fait, c'est vrai, c'est plutôt des oligarchies occidentales, deviennent complètement incompréhensibles pour un analyste, un historien entraîné à regarder l'histoire de manière traditionnelle. Donc c'est quand même bizarre d'être soi-même un libéral et de comprendre mieux le comportement externe des régimes autoritaires que celui de mon monde à moi. C'est quand même... Donc il y a plein de paradoxes comme ça. Hein? Mais justement, je pense que pour te rassurer sur ton libéralisme de jeunesse, ne peut pas forcément comprendre l'attitude des élites occidentales si tu leur attribues, si tu les considères comme les représentants d'un monde libéral. Au sens... ils sont pas autoritaires, ils sont en train, c'est la dimension du nihilisme, en fait, ils sont en train de devenir rien. C'est ça qui est terrible. C'est dans les choses, quand je dis imaginer le pire, hein, dans le subconscient complotiste, il y a l'idée qu'il y a quelque part, en haut, ailleurs, des puissances maléfiques, logées plutôt dans les classes supérieures, qui nous trompent, nous dirigent avec des objectifs précis, d'exploitation, d'extermination, enfin ce qu'on veut. Mais ça encore, ça serait des projets. Je ne dirais pas que ça serait acceptable, mais ça serait compréhensible. Mais faire l'hypothèse qu'en haut, il n'y a rien, que des cerveaux vides, ça fait peur. Vous voyez, c'est ça ce pire qu'on n'arrive pas à imaginer. Mais là, on commence à le voir à la télévision quand on voit Trump. Moi, je dis depuis longtemps qu'on le voit quand on regarde Macron. Mais ce n'est pas grave, parce que vu la puissance militaire de la France, on ne met pas l'humanité en péril. Pour aller juste dans ton sens sur ce qui peut devenir quand même extrêmement dangereux dans ce vide des cerveaux des élites occidentales, il y a quelques jours, on a un sénateur américain qui a quand même déclaré que pour contourner le blocus iranien du détroit d'Ormuz, il fallait envoyer une dizaine de bombes nucléaires pour creuser un canal alternatif. Donc, alors bon... Où ça Où ça, le canal? Ah bah qui va passer, voilà, qui va donc en Arabie en fait, hein, sur la péninsule arabique et donc permettre l'indépendance totale des occidentaux et des monarchies arabes vis-à-vis de l'Iran. Mais c'est pas tellement la
l'aspect géographique et d'ingénierie, hein, je ne sais pas s'il a fait beaucoup d'études d'ingénieur pour proposer cette solution, que à la fois l'absurdité mais la dangerosité, parce qu'on voit bien derrière qu'il y a une volonté aussi de rendre l'arme atomique comme voilà, une sorte d'élément de construction voilà, effectivement d'ingénierie, alors que évidemment ça peut permettre ensuite de passer à des choses beaucoup plus sérieuses. Et donc, et on a une petite musique, hein, un certain nombre dans les médias, notamment américains, hein, certains pour dénoncer ou s'en inquiéter, hein, mais de l'idée que finalement, bah, puisqu'on a tout essayé contre l'Iran, est-ce qu'il ne resterait pas une solution? Donc il faut quand même se rendre compte, parce que je pense que parfois, dans nos débats, si on regarde voilà, les médias mainstream français et qu'on arrive dans nos débats, on se dit mais il y a quand même, voilà, qu'est-ce qu'ils racontent là? Mais il faut quand même voir à quel point on en est arrivé et que c'est un point extrêmement dangereux, extrêmement inquiétant, surtout au vu des massacres de grande ampleur réalisés ces dernières années au Moyen-Orient. Et il me vient une idée en t'écoutant. Alors, moi, sur la question nucléaire, je suis assez isolé, parce que je ne suis pas hostile à ce que j'appellerais dissémination nucléaire limitée, symétrisée. Donc, je suis très connu au Japon pour avoir, dès l'époque de la guerre d'Irak, recommandé l'acquisition par les Japonais de l'arme nucléaire pour pouvoir être indépendant de la Chine et éjecter les Américains en même temps. Une indépendance, je veux dire, une arme nucléaire conçue comme instrument d'indépendance, de neutralité dans un esprit gaulliste, en fait. C'est voilà. Et je vais aller plus loin. Puisque c'était au Japon, c'est beaucoup là, harakiri. Moi, j'ai toujours été partisan de l'acquisition de l'arme nucléaire par l'Iran, puisque les situations dangereuses, c'est les situations d'asymétrie nucléaire. La première, Hiroshima et Nagasaki, c'est une illustration merveilleuse des effets de l'asymétrie nucléaire. Un seul pays possède l'arme nucléaire et tac, on l'utilise, il n'y a pas de frein. Bon, donc il y a une situation d'asymétrie nucléaire en Asie. Je dis il faut la résoudre en acceptant que le Japon ait l'arme nucléaire. Et pourquoi pas la Corée, d'ailleurs, la Corée du Sud. Et puis comme ça, tout le monde est tranquille. Puis on s'arrête là. Au Moyen-Orient, une partie du danger implicite, c'est pas du tout l'arme nucléaire iranienne, c'est le fait qu'il y a une situation d'asymétrie nucléaire parce qu'Israël possède l'arme nucléaire. Voilà. Mais hein, Israël possède l'arme nucléaire. Non, je pense que c'est... Oui, non. Et alors, mais il vient une idée en t'écoutant, beaucoup plus horrible que tout. C'est que très souvent, si quelqu'un vous dit un truc aberrant, un truc fou, qui n'a aucun rapport avec la conversation. Ouais, donc vous êtes là en train de vous demander s'il va faire beau demain. Et tout d'un coup, le mec avec qui vous parlez, auquel vous n'avez rien demandé, vous dit je ne m'intéresse pas du tout aux femmes. Donc, là, vous saurez que la seule chose qui l'intéresse, c'est les femmes. Vous voyez, c'est pas, je veux dire, c'est pas. Et en fait, là, au Moyen-Orient, j'en viens, tout le monde est obsédé par l'acquisition par l'Iran de l'arme nucléaire, qui serait, selon mon point de vue, raisonnable, mais qui en fait n'a pas eu lieu et n'existe vraisemblablement pas. Mais ça peut trahir en fait une envie de se servir soi-même de l'arme nucléaire qu'on a. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que l'obsession de l'arme nucléaire iranienne, qui ne poserait pas tellement de problèmes, mais mènerait à la paix, trahit peut-être une impulsion, une envie chez les Israéliens, mais peut-être aussi chez les Américains, d'utiliser la leur. Je m'excuse, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ce n'est pas de la psychologie de bazar. Hein. Vraiment, je vous recommande, si vous faites une analyse des conversations, repérez les thèmes qui arrivent comme ça alors qu'on ne vous a rien demandé. C'est très instructif.